Parfait. Alors, pour cette troisième rétrospective science-fiction, on parle de Je suis une légende de Richard Matheson. Alors, Richard Matheson, c'est pas un auteur qui est particulièrement connu. En tout cas, j'étais pas familier avec ses textes, à l'exception évidemment de Je suis une légende, qui a quand même été adapté au cinéma récemment, mais malgré le fait que c'est un roman qui date quand même d'il y a plus de 60 ans déjà. Donc, selon la liste ici, là, il aurait publié quand même plus d'une dizaine de romans qui sont traduits en français de nos jours. Mais étonnamment, c'est le seul de ces romans qui a réellement connu une grande popularité. Et selon moi, il a connu une bonne popularité pour une bonne raison. Selon moi, c'est un très bon roman, puis je vais vous en parler davantage. Donc, en comparaison avec les deux autres romans dont je vous ai déjà parlé, c'est celui qui m'a gardé le plus engagé tout au long de l'histoire. Donc, il y a vraiment eu cette capacité à me tenir alerte comme le personnage principal, puis à créer une tension qui est toujours extrêmement là, extrêmement présente d'une façon particulière. Donc c'est quand même un roman de post-apocalyptique. Alors toute l'histoire dépend de la survie du personnage principal. Et donc c'est cette survie-là qui permet de créer le plus de tension dans l'histoire. Mais c'est vraiment réussi dans ce roman-ci. J'ai lu beaucoup de romans post-apocalyptiques, puis c'est l'un des meilleurs selon moi. Donc souvent, ce genre de roman-là va aller dans des directions qui sont différentes, qui ont un peu plus été vues et revues, mais celui-ci, bien que c'est l'un des premiers, selon moi, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se retrouve dans l'histoire, puis dans la façon dont c'est amené. Donc, c'est un roman qui est paru en 1954, dans la version en anglais, puis ça fait que c'est un roman de l'âge d'or, mais malgré ça, il se distingue des autres romans de l'âge d'or, donc non seulement du genre post-apocalyptique, mais également des autres romans de l'âge d'or, des autres auteurs de l'âge d'or, et ça c'est principalement grâce au personnage principal, dont la psychologie est extrêmement bien développée, d'une façon qui est inhabituelle pour les romans de l'âge d'or. Donc le seul exemple que auquel je pourrais penser d'un roman qui est similaire en termes de développement de la psychologie du personnage principal, ça serait Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, qui est un excellent roman également, je vous le conseille, mais on parle pas de ça pour aujourd'hui. Et même Des fleurs pour Algernon, en réalité c'est un roman qui est paru en 66, donc plus vers l'ère de la New Wave, bien qu'il ne s'inscrive pas forcément dans ce courant de science-fiction. Et donc ça fait que ce roman-ci de Richard Matheson, qui est paru 10 ans avant, est encore plus révolutionnaire selon moi, et est encore plus unique, justement parce qu'il ne va pas pour les mêmes buts que la plupart de la science-fiction qu'il y avait à cet âge-là. À l'habitude, dans cette ère-là, durant l'âge d'or, on parlait davantage de nouvelles, puis de fix-up novel. C'était principalement la façon dont étaient publiés les romans à l'époque. Mais ici, on a vraiment affaire à un roman qui est complet. On a affaire à un roman qui n'a pas été publié précédemment en nouvelles, et ça paraît beaucoup, et ça fait changement d'ailleurs. Puis on a aussi un roman qui ne se concentre pas autant sur la technologie, puis sur, disons, la création de héros, ou plutôt de super-héros, ce qui était très présent à l'époque à cause de Joseph Campbell, un personnage qui est très important pour comprendre la science-fiction de cette époque-ci. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet-là à l'avenir, puisque ça mérite beaucoup de temps et un bon survol de son histoire, puis de ce qu'il a fait pour comprendre réellement tout l'impact qu'il a eu. Mais donc, ce roman de Richard Matheson permet vraiment d'entrer dans la psychologie du personnage principal et de comprendre ses états d'esprit, puis ce qu'il ressent, d'une façon qui était inhabituelle pour l'époque, et ce, malgré une économie de mots qui est assez surprenante. Puis en parlant d'économie de mots, c'est selon moi l'une des raisons pour lesquelles j'ai réellement été capable d'être accroché tout du long dans ce roman. Et parlant d'économie de mots, je crois que c'est l'une des raisons principales qui explique pourquoi j'ai été aussi accroché à ce roman, puis pourquoi vous allez l'être aussi si vous lisez ce roman, et également pourquoi c'est un roman qui est aussi populaire, puis qui a survécu le temps, malgré le fait que les romans post-apocalyptiques ont pris de l'ampleur, se sont développés bien davantage après la sortie de ce roman-ci. Donc je pense à Hunger Games, je pense à Divergent, pour nommer seulement des exemples de la science-fiction un petit peu plus pour adolescents. Mais on pourrait également penser à Le Fléau de Stephen King, ou encore La Route de Cormac McCarthy. Donc c'est un genre qui s'est beaucoup développé après ce roman-ci, et des fois ce genre de dynamique-là résulte en l'abandon des romans qui ont débuté le genre, mais
ce n'est pas le cas ici. Puis pour revenir sur l'économie de mots de ce roman-ci, parce que je crois vraiment que c'est l'un des éléments les plus importants de ce roman, l'économie de mots est réellement surprenante. Donc par exemple, puis je dévoile un léger point dans l'histoire du roman, mais c'est un point qui est révélé d'ailleurs par la quatrième de couverture ici, donc je vais le faire malgré tout. Les vampires qui sont une partie intégrante de ce roman, ils ne sont pratiquement jamais décrits. Donc ça prend vraiment plus d'une centaine de pages avant d'avoir une réelle description de à quoi ressemblent les vampires, qu'est-ce qu'ils font. Et ça montre que l'auteur est capable de prendre son temps pour expliquer son univers, bien que ce soit un univers qui est quand même assez léger, qui est assez similaire au nôtre, et toute l'information qu'il a à nous donner sur celui-ci est faite de façon très naturelle. On passe ces explications-là à travers les réflexions du personnage principal, et donc disons que ça découle de ses réflexions de façon très naturelle. Et donc, pour cette raison, au début du roman, on connaît très peu de choses de Robert Neville, qui est notre personnage principal. On réussit à le connaître seulement à partir de ses réflexions à lui, parce que c'est le seul personnage de l'histoire, ou du moins d'une grande partie de cette histoire. Puis pour parler de Neville encore un peu plus, c'est un personnage qui a certaines faiblesses, qui a réellement un caractère à lui, puis ses faiblesses sont très bien exploitées pour faire avancer l'histoire, mais également pour donner un sens de danger, puis pour nous faire ressentir des choses lorsque ce personnage-là est mis en danger, donc afin de réellement créer une tension. Puis c'est aussi un personnage qui est réaliste, donc c'est quelqu'un qui est, si on veut, un peu plus renfrogné, un peu plus renfermé sur lui-même, mais malgré ça, si on veut, on va opposer cet introvertisme avec une situation un peu plus tard dans le roman, d'une façon qui est très belle, qui montre ses faiblesses, mais également qui montre sa sensibilité. Parce que même s'il démontre très peu d'émotions dans ce monde post-apocalyptique, dévasté et réellement horrible, on nous montre comment il en a été affecté psychologiquement, comment en réalité, à travers cette coquille, cet homme courageux, se cache cette partie de lui qui a été malmenée. Puis son histoire, avant le moment où, si on veut, le monde a changé pour toujours. Cette histoire est très bien amenée, naturellement, celle-là aussi, mais on n'entre pas trop dans le terrain du tragique. Donc, des fois, c'est facile de créer un personnage, un passé très joyeux, puis de faire regretter à ce personnage cette époque-là, particulièrement dans les romans post-apocalyptiques, mais également ailleurs, partout en littérature. Mais ce roman-ci parvient très bien à rendre ça réel, rendre ça vrai, mais sans trop reposer sur l'aspect dramatique de la perte de la famille de Neville. Malgré ça, ça semble toujours être un passage qui est obligé dans un roman post-apocalyptique. Puis, disons que quand on a l'habitude, c'est systématiquement décevant. Donc, même si ça a bien été amené, j'ai trouvé que ça ne sauvait pas tout. C'est-à-dire que ça a été plus difficile pour moi de compatir avec le personnage suite à la description justement de sa vie de famille auparavant, parce que c'est un passage qui semble forcé, puis ça m'a sorti du roman en fait. Donc même si le roman s'en sort bien de ce côté, c'est l'un des points négatifs de ce roman, l'un des plus flagrants, mais malgré ça, ça permet d'établir certains points, notamment du côté de sa femme. Enfin, c'est assez loin dans l'histoire, donc je vais pas l'expliquer, mais il y a quelque chose d'assez spécial qui est fait avec sa femme, qui est très bien amené, mais je suis mieux de pas développer davantage sur ce point-ci. Alors, de façon générale, c'est un très bon roman qui est beaucoup axé sur l'action, beaucoup plus axé sur, si on veut, ce qui se passe dans le roman que dans sa thématique. Donc, il y en a une, mais c'est assez léger. Alors, avant tout, c'est une histoire qui est humaine, ce qui, encore une fois, est assez rare dans la science-fiction, et c'est pourquoi, selon moi, c'est un très bon roman qui mérite d'être lu, ne serait-ce que du fait que c'est l'un des premiers romans post-apocalyptiques et est à la base de ce genre-là. Mais malgré le fait qu'il est encore dans les premiers, puis que c'est une œuvre qui est primitive pour le genre de la post-apo, selon moi, il mérite encore d'être lu et je vous le conseille. Alors voilà, merci beaucoup.